Maintenant, il est clair qu'on doit tout faire pour favoriser l'accès à la propriété. Les propriétaires assurent une certaine stabilité dans les collectivités. Par votre propriété, vous aurez un ancrage aussi social beaucoup plus important, durable, et qui fait que finalement la collectivité va bénéficier aussi quelque part de cette durabilité. Il est dangereux pour un État finalement de se substituer au privé dans sa capacité d'investir, de se développer, même de créer un marché. Mais dès l'instant où ça répond à un besoin fondamental de la population, on doit pouvoir mettre en place des régulations. Et c'est cet équilibre-là qu'on a de la peine à trouver. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Benjamin Roduit, vous êtes conseiller national et président de la Chambre immobilière valaisanne. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. C'est un plaisir pour moi. En introduction, j'aimerais dire que le prix médian d'une maison aujourd'hui en vente en Suisse, c'est 1 376 000 francs. De manière générale en Suisse. Pour acheter une maison à ce prix-là, il faut justifier 275 000 francs de fonds propres. Et il faut justifier 55 000 francs de fonds propres supplémentaires pour les frais d'acquisition, donc un peu plus que 320 000 francs. En plus de ça, il faut justifier 240 000 francs de revenus annuels bruts pour pouvoir acheter une maison à ce prix-là. Et puis ça veut dire aussi qu'une personne qui dispose d'un revenu aujourd'hui, si on fait le calcul à l'envers, de 70 000 francs par année par exemple, elle peut acheter un bien immobilier à 390 000 francs, pour autant qu'elle ait une centaine de milliers de francs de fonds propres de côté. Et en gros, en Suisse, avec 390 000 francs, on achète 42 mètres carrés. Là, j'exclus évidemment Genève, Riviera, où on n'achète rien avec ça. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué, les règles de financement en Suisse? Est-ce que l'accession à la propriété n'est pas trop compliquée? Alors, de manière générale, je peux comprendre qu'on mette des garde-fous. Effectivement, l'accès à la propriété, malheureusement, n'est pas possible pour tous. Vous avez donné des critères. Ces critères sont les mêmes depuis X années, en fait. On sait qu'il faut 20% de fonds propres et puis, en principe, le service de la dette ne devrait pas être supérieur au tiers de votre revenu. Lorsque j'ai construit il y a plus de 40 ans, c'était déjà cette règle-là. Pour éviter justement que des personnes ne puissent plus faire face à leurs obligations en termes de dette hypothécaire, de disponibilité aussi pour rénover, pour entretenir ce bien. Donc ça, je peux comprendre que les instituts financiers mettent des règles très précises en s'appuyant à quelque part aussi sur une base légale. Maintenant, il est clair qu'on doit tout faire pour favoriser l'accès à la propriété. Pourquoi je pars du principe que les propriétaires assurent une certaine stabilité dans les collectivités, que ce soit au niveau communal, même à l'échelle du pays. Lorsque vous construisez, ce n'est pas pour 6 mois plus tard déménager. Et par votre propriété, vous aurez un ancrage aussi social, beaucoup plus important, durable, et qui fait que finalement la collectivité va bénéficier aussi quelque part de cette durabilité. Je le vois, j'ai été président de commune. Lorsque des gens de l'extérieur de ma commune voulaient s'installer, ils regardaient l'accès bien sûr à un terrain ou à la possibilité d'acquérir une maison. Mais la première préoccupation, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans ma commune comme service? L'école, crèche, bien sûr des magasins, une pharmacie, etc. Et ça veut dire que
on va s'installer de manière durable dans un milieu de vie, puis auquel on va finalement participer. C'est pour cela que je défends la propriété, tout en sachant, comme je l'ai dit, que ce n'est pas accessible financièrement à tous. Alors, il y a eu des impulsions dans l'histoire de notre pays pour faciliter cet accès à la propriété. Que ce soit en termes même de subventions ou de prêts sans intérêt, etc. Il y a eu des périodes où il a fallu vraiment inciter les gens à ne pas se contenter d'être locataire dans un immeuble où voilà, on peut être amené à quitter rapidement pour une raison ou une autre. Et actuellement, à mon avis, on est dans une phase assez critique parce qu'il y a quand même une forte pression, pas pour limiter l'accès à la propriété, mais pour rétablir une sorte d'équilibre entre une population de locataires qui n'a pas les moyens d'accéder à la propriété, et puis des propriétaires, peut-être que certains milieux jugent privilégiés. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on a tendance, d'une part, à abandonner ces instruments d'incitation à l'accès à la propriété, et pire, à multiplier les contraintes, en fait. En disant, si vous voulez accéder à la propriété, vous n'avez qu'à avoir les moyens et il vous faut payer. Et l'ensemble de la collectivité va finalement bénéficier de ce que vous payez. Et ça, c'est pas juste. L'aide que pouvait apporter la collectivité pour l'accession à la propriété, on la faisait avant et on la simplifiait avant. Pourquoi ? Parce qu'on voulait pousser les gens à acheter ou parce que les gens ne voulaient pas acheter ? Parce qu'aujourd'hui, dans les sondages en Suisse, bien que la proportion aujourd'hui, c'est 1/3 de propriétaires, 2/3 de locataires, à l'exception du Valais qui fait l'opposé. Exact. Mais que vous représentez, mais si on se concentre de manière générale sur la Suisse, mais les gens ont quand même envie d'acheter. De manière générale, ils aimeraient, en tout cas dans les sondages qui leur sont proposés. C'était quoi la raison de ces incitations avant ? Alors, il y a eu des périodes de crise. Si je me réfère à l'année où j'ai construit mon habitation, c'était en 89. Et à ce moment-là, il y avait trop de logements vides, vacants. Des gens qui n'arrivaient pas à faire face à leurs obligations tout simplement du service de la dette ou de remboursement de leurs dettes, parce que les taux hypothécaires étaient hyper élevés. J'ai connu une fluctuation qui est passée de 5% de taux hypothécaire à 8% en l'espace de quelques mois. Et donc, la justice, la Confédération, les cantons se sont dit mais il faut faire quelque chose. Il faut aider finalement nos citoyens, ne serait-ce déjà qu'à devenir propriétaires en occupant ce qui était existant. Et alors bien sûr, ces outils-là ont été mis en place au début des années 90. Et puis par la suite, on s'est aperçu que finalement... Il y a des périodes où il y avait assez de logements. On est toujours très inquiet dans les chambres immobilières sur ces fluctuations. Où tout d'un coup, pendant certaines périodes, on s'aperçoit qu'il y a presque une surchauffe, c'est-à-dire où il y a trop d'appartements vides. C'était le cas il n'y a pas si longtemps. De mémoire, je dirais il y a peut-être 4 ou 5 ans, où quelques indices nous ont alarmés en disant, mais attention, si on continue de construire à tour de bras et puis que ces logements ne sont pas occupés, c'est une bulle qui va exploser et puis qui peut effectivement déboucher sur une crise générale. Aujourd'hui, on est vraiment dans la logique inverse, puisque le taux de vacances est très bas. On craint même pour 2026... en Suisse, un taux de vacances inférieur à 1%. Et ça veut dire qu'on ne peut plus offrir la possibilité aux gens de se loger. C'est ça l'enjeu. C'est un droit fondamental. Autant que se nourrir et se vêtir, on doit avoir un toit. Alors, toutes ces fluctuations ont débouché sur des instruments
hein, où on favorise à certaines périodes l'accès à la propriété, puis d'autres périodes, on se dit bah, tout va bien, et puis, comme je vous l'ai dit, la discussion glisse sur un terrain presque social, en disant mais sans revenir aux théories marxistes, hein, mais le propriétaire c'est un voleur, quoi, enfin un bois privilégié. En tant que politicien et dans le monde de la politique, vous voyez la possibilité aujourd'hui de faire chemin inverse? Parce qu'il y a 4 ans, il y avait... J'aurais dit, moi, c'était peut-être il y a un peu plus longtemps, 4 ans. En fait, je me rappelle, et j'aime bien prendre Bulle comme exemple, parce que je me rappelle très bien en 2018, 2019, où les médias allaient dans les immeubles pour dire, regardez, c'est vide. Et il y a un tiers des logements qui sont vides, voire même plus. Et aujourd'hui, Bulle, c'est pire que Genève. Okay. Vraiment, on a basculé en 5-6 ans, ils sont à moins de 0,6% de taux de logement vacant, il n'y a pas d'appartement disponible. Mais est-ce qu'on voit une possibilité d'avoir une tendance qui s'inverse? Je trouve très très délicat l'immobilier pour ça, c'est-à-dire l'inélasticité de l'offre que propose l'immobilier. C'est-à-dire le jour où une personne arrive sur le territoire en Suisse, elle a besoin d'un toit le jour même. Mais lui offrir un toit, ça prend aujourd'hui 5 ans à faire un bâtiment, à construire un immeuble. Peut-être un peu moins de 5 ans, mais vous m'avez compris. Comment on maîtrise ça dans le monde de la politique? Parce que ça, c'est très politisé. Alors, je vais vous surprendre, mais je vais vous dire, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Et vous voyez que j'en appelle presque à une certaine prudence dans l'utilisation d'instruments, soit incitatifs, soit contraignants, parce qu'on ne sait pas quelle est l'évolution du marché à une année ou 2 ans près. Et on risque de commettre des erreurs ou d'apporter des correctifs alors que le problème est différent ou est devenu différent. Non. Que ce soit par rapport à une politique migratoire, puisque vous avez cité là aussi un étranger qui vient, il doit trouver un toit immédiatement, que ce soit par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au marché financier. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure cette période où j'avais vécu une hausse spectaculaire, mais aussi pénible, hein, des intérêts hypothécaires en l'espace de quelques mois. Donc, je crois que le rôle du politique, c'est de veiller à ce que l'ensemble de la population puisse avoir accès à un logement, ça c'est la première priorité, et dans l'idéal, à une propriété. Et de sentir finalement s'il y a un développement qui est potentiellement là, sur un lieu, ou alors si effectivement il y a lieu de déplacer pour X raisons l'intérêt du développement sur d'autres zones. Peut-être un élément alors, qui me tient à cœur, c'est celui qui consiste à dire plutôt que changer les règles. Hein, on a parlé tout à l'heure des disponibilités financières, hein, c'est 20% de fonds propres ou bien ce service de la dette qui ne doit pas dépasser le tiers du revenu. Plutôt que changer ces règles, je serais plutôt favorable à ce que on lève les contraintes dans la construction elle-même des immeubles, des logements individuels, enfin des PPE et autres. Et dès l'instant où il y a une offre qui est équilibrée, forcément les prix vont cesser de monter, ils vont se stabiliser. Et là, ça permettra à des gens de faire face à ces obligations dès l'instant où ils vont acquérir une propriété. Je préfère travailler sur cet axe-là plutôt que sur le fait de vous subventionner, vous, je ne sais pas si vous êtes propriétaire de votre habitat, mais plutôt que vous subventionnez maintenant parce qu'on estime qu'il y a une catégorie de la population avec un certain revenu qui doit pouvoir être propriétaire. Et c'est quoi le problème de corriger cette offre aujourd'hui? Pourquoi on ne le fait pas? Alors, bonne question. Parce que ça fait Dès qu'on parle de construction, forcément, ça heurte d'autres intérêts, les intérêts environnementaux, d'aménagement du territoire. On voit pour des raisons absolument éloignées, en fait,
de ce besoin fondamental hein, de se loger, on vise à éviter le mitage du territoire, on essaye de densifier hein, des zones, et ce qui est une bonne chose en soi. Hein. Comme politique, je n'ai pas qu'une vision immobilière finalement de mon pays. On doit prendre en compte l'ensemble de ces intérêts et on s'aperçoit que aussi selon des vagues, eh bien, des préoccupations qui tout d'un coup sont plus actuelles que d'autres à certains moments, eh bien, ça vient heurter ce potentiel de développement en termes de construction et donc d'accès au logement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intérêt qu'a une commune d'avoir des propriétaires. Oui. Ça veut dire stabilité et donc organisation, vision certainement à plus long terme de la propriété. Aujourd'hui, donc vous avez pu faire l'acquisition d'un terrain, j'imagine, pour construire la maison il y a 40 ans. Alors j'ai hérité de mais mon père. Oui. Aujourd'hui, en tout cas je le vois dans ma génération, si je parle pour ma génération, c'est devenu complètement utopique ça. C'est-à-dire construire une maison sur un terrain qu'on possède, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus, même pour le canton du Valais, accessoirement. Alors bon, après il faut distinguer, hein, Valais, ce qu'on parle de l'axe de la plaine du Rhône, hein, de certaines agglomérations, maintenant on peut utiliser ce terme, hein, ou alors est-ce qu'on parle des vallées latérales, hein, des zones de montagne ou semi-montagne, où là l'accès au terrain est encore possible. Hein. Peut-être une spécificité du Valais, c'est l'héritage. Hein. C'est-à-dire de temps immémoriaux, en fait, puisqu'on a connu l'urbanisation ou une semi-urbanisation de manière très très tardive, eh bien le terrain, la maison, c'est plus que votre patrimoine. C'est vos vieux jours, c'est votre quatrième pilier. Et en plus que vous allez transmettre à vos enfants. Et qu'ils vont pouvoir aussi développer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, en Valais, on s'aperçoit qu'on arrive à un tournant où il n'y a plus rien à transmettre, en fait. Et donc, l'accès à la propriété devient difficile. Si vous voulez venir vous installer chez moi, dans ma commune, vous trouverez encore des terrains à des prix abordables. Mais qu'est-ce qu'un prix abordable, hein? Peut-être 450 francs le mètre carré. Hein? Ce que je trouve énorme, hein, déjà par rapport à la situation de ma commune, par rapport à l'ensemble des services hein, qu'on peut trouver aussi dans ma région. Et voilà, déjà rien que cet investissement de départ, ça élève la catégorie de revenus des personnes qui pourraient effectivement acquérir une propriété. Donc le Valais n'échappe pas à ce mouvement, mais il est quand même moins marqué. Voilà, si on prend sur la Riviera, ou là vous citez Genève, si vous n'avez pas une fortune personnelle qu'on vous a transmise avant la quarantaine ou à la cinquantaine, vous oubliez de construire. C'est certain. Ce que j'ai toujours de la peine à comprendre dans le développement immobilier, ou je dirais plutôt le développement de l'offre ou l'équilibre, hein, parce qu'on parle d'équilibre à 1,5% de taux logement vacant. Hein. D'un point de vue fédéral, aujourd'hui, effectivement, on passe sous la barre des 1%. C'est ridicule, ça existe nulle part ailleurs sur Terre. Hein. C'est vraiment une spécialité suisse. Hein. Peut-être quelques villes d'exception, mais sinon, ça n'existe pas. Si, au final, régler la problématique de l'offre, ça pourrait se faire en construisant plus. Ça prend du temps, mais ça devrait être réglé, je dirais, politiquement. Aujourd'hui, on voit sur le terrain, concrètement, ça prend beaucoup trop de temps pour obtenir une autorisation de construire, pour développer. Ça, c'est une réalité, on s'en rend compte. Mais en même temps, ne pas construire, ça règle aucun problème. Ni pour les idées à gauche, ni pour les idées à droite. Hein. Politiquement, ça règle aucun problème. Ça crée des conflits propriétaires-locataires, ça crée des conflits entre Asloca et les milieux de l'immobilier. Ça règle aucun problème. Pour la question énergétique,
Et environnemental, bon, ben, on l'a voté, ça, en 2014 au final, à la date, pour densifier plus. Mais on se rend compte que densifier plus, sur le papier, c'était possible. En pratique, c'est impossible. C'est vrai, Oui. ça. Est-ce que la politique peut influencer ça concrètement ou pas? Parce que si l'offre est impossible à régler, au final, la seule chose qui peut être corrigée par la politique, c'est la demande. C'est ce que l'UDC essaie de faire. La gauche aussi, à la rigueur. Lorsque la gauche souhaite finalement que l'État investisse dans des appartements collectifs, dans des immeubles, pour répondre aux besoins de la population, c'est la même logique, hein, c'est pas le même chemin, c'est la même logique, bien que l'UDC qui dit, bon, voilà, maintenant plus d'étrangers, et puis comme ça, on a on a assez de logements. Hein. Non, bah, je suis élu dans le parti du centre, et puis on évite toujours la polarisation. On essaye de prendre dans les divers systèmes ce qu'il y a de mieux. Et ici, il est dangereux, hein, pour un État, finalement, de se substituer au privé dans sa capacité d'investir, de se développer, même de créer un marché. Mais dès l'instant où ça répond quand même à un besoin fondamental de la population, on doit pouvoir mettre en place des régulations. Et c'est cet équilibre-là qu'on a de la peine à trouver. À la rigueur, on est même quelque part schizophrène, parce qu'on dit, écoutez, non, le marché doit se réguler par lui-même, hein, l'offre et la demande. Bon, bah, c'est les théories libérales depuis Adam Smith, en fait, hein, où comme une sorte de main invisible, ben, finalement, chaque fois que je traite une affaire avec une personne, ben, on sort les deux gagnants, c'est win-win. Ouais. Or, on s'aperçoit que pour certains besoins fondamentaux et pour une catégorie de la population, ce n'est pas le cas. Et donc, on doit veiller quand même alors, à toujours permettre, puisque c'est le thème, hein, cet accès à la propriété, sans se substituer au privé, à l'économie privée, comme le souhaite la gauche, ou à la rigueur, hein, l'UDC aussi, lorsqu'on veut limiter l'accès à la propriété aux étrangers, c'est le même raisonnement, quoi. C'est l'État qui finalement se substitue à une économie de marché. Bon, parce qu'en soi, de toute façon, même si ça fonctionnait, si l'État pouvait se substituer au privé et que ça fonctionnait vraiment, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les villes et les localités de gauche devraient avoir moins de problématiques de pénurie de logement, ce qui est drastiquement opposé. C'est-à-dire Genève est à gauche depuis très très longtemps. La ville de Genève, c'est la ville la plus dans une situation la plus dramatique en termes de pénurie de logement. Lausanne, c'est pareil. Donc en soi, est-ce que ça fonctionne? Je ne crois pas. Et il y a déjà des restrictions en place. Il y a déjà des soutiens étatiques, évidemment. Bon. Oui, ce que je vois comme problème aigu, et la gauche, hein, quand je parle de la gauche, c'est autant en Suisse le Parti socialiste que les Verts, hein. Il y a quelque part une contradiction où effectivement on gonfle les villes avec une demande et une offre d'appartements loués, en se disant, ben voilà, on n'a plus besoin de construire, en fait. Dès l'instant où on a un certain nombre d'immeubles qui denses et rassemblés, centralisés dans les cités, on n'a plus besoin de construire, et puis on préserve le reste, hein, du territoire en le laissant libre, que ce soit sur le plan de l'activité agricole, que ce soit sur le plan paysager, forestier ou autre. Mais en fait, on attire encore plus la population vers les villes. S'il n'y a plus la possibilité d'être propriétaire dans des localités de seconde importance. Et donc là, il y a un gros paradoxe. Et je me battrai toujours pour dire non, en fonction des besoins d'une région, de la demande, mais
levant ces contraintes, vous venez d'en citer une qui est très importante, hein, c'est celle des procédures, ou c'est le parcours du combattant, hein. Et pas seulement pour obtenir l'autorisation, en fait. Après, ça continue. Ça continue, que ce soit en termes de taxes, que ce soit en termes de je vais utiliser un terme un peu vulgaire. Parfois, il m'arrive, hein, dans des débats ou des assemblées, hein, où c'est tendu, de dire, mais vous savez, aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est chercher des emmerdes. C'est beaucoup plus facile, finalement, d'être locataire, d'avoir, hein, de vous constituer une fortune pécuniaire, hein, d'investir peut-être dans une société, ou je ne sais pas. Il y a beaucoup moins de contraintes. Et puis vous faites ce que vous voulez avec votre, avec votre fortune. Ce qui n'est pas le cas une fois que vous êtes propriétaire. C'est vrai. Y compris si vous louez, hein, votre propriété, hein, votre habitation ou à quelqu'un d'autre, hein, donc votre immeuble, bah, le droit du bail, je ne crois pas qu'il soit favorable aux propriétaires, au contraire. Mais est-ce que vous regrettez d'avoir construit? Est-ce que vous regrettez de posséder? Ah non, en aucun cas, bien sûr. Aucun propriétaire regrette d'avoir acheté en Suisse. Oui. Okay. Vous avez Moi, j'en raison, connais pas. parce que ça fait partie du rêve, hein, aussi, dans un pays oui, qui est quand même privilégié comme le nôtre, hein. C'est quand même oui, un rêve d'un jour d'être, voilà, chez soi, de ne pas subir les contraintes de votre voisin de palier. On a parlé de l'offre avec le positionnement de la gauche. Au centre, vous aimez beaucoup les consensus, hein, c'est un peu l'image et la photo de la Suisse, hein, politique. C'est quoi votre avis par rapport à l'initiative durabilité que l'UDC propose pour la fin d'année? On devrait voter cette année d'ailleurs, hein. Alors le calendrier des votations fédérales n'est pas encore connu. On sait qu'il y aura des objets en septembre et puis en fin novembre, mais le Conseil fédéral n'a pas encore défini quels objets. Okay. Bon, alors, on devra voter à un moment donné sur cette initiative. Oui, absolument. Absolument. L'initiative est donc de plafonner à 10 millions d'habitants en Suisse. Oui. Et ensuite d'indexer l'évolution de la population à l'évolution interne de la population, oui. C'est-à-dire les gens qui naissent, les gens qui meurent. Qu'est-ce qui reste à la fin? C'est quoi le solde? C'est quoi l'avis du centre par rapport à ça? Alors, vous savez, dans toute initiative, il y a quand même au cœur de l'initiative un problème qu'il faut aborder, qu'il faut régler. D'ailleurs, là, c'est en lien avec votre question du calendrier, hein. Ça peut dépendre de l'élaboration d'un compte projet. Le Conseil fédéral n'est pas favorable à un compte projet, mais le Parlement peut le faire. Et du point de vue du centre, on voit qu'il y a quand même de grandes thématiques liées j'aime pas ce terme de surpopulation, hein, parce que là on est vite dans la logique de la Deuxième Guerre mondiale, hein, das Boot ist voll, et puis voilà, on devient discriminatoire même, hein, par rapport à la population étrangère. Par contre, il ne faut pas nier les problèmes. La mobilité, elle est de plus en plus difficile dans notre pays, principalement dans les milieux urbains. En termes d'atteinte même au paysage, pas seulement à travers les constructions, hein, mais surtout à travers l'utilisation, en fait, même touristique, dans les loisirs, hein, de notre environnement, ben on s'aperçoit que plus on est nombreux, plus ça pose problème. Alors ma logique, c'est pas de réduire ou de manière arbitraire, hein, de freiner l'expansion démographique à 10 millions, c'est de dire mais comment est-ce qu'on peut encore mieux vivre en étant plus nombreux? À travers ces deux exemples, hein, il y en a plein d'autres, hein, celui de la mobilité et puis celui du rapport au paysage et à la nature. Et notre parti travaille là-dessus en ce moment.
en disant, ben oui, peut-être que dans un compte projet, à cette initiative des 10 millions, eh bien, on arrivera à mettre en avant des moyens nécessaires pour que on n'ait pas l'impression d'étouffer dans notre pays. Je crois que la marge, elle est encore assez grande. Hein. C'est vrai. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la valeur locative. Sujet très important qui traite et qui touche directement les propriétaires. C'est une question qui me revient très souvent, d'ailleurs, moi, sur Internet, et à laquelle j'ai pas beaucoup de réponses, en fait, parce qu'on attend, justement. Hein, c'est en discussion depuis très longtemps. Moi-même, je suis assez mitigé sur la question, donc ça m'intéresse vraiment d'avoir les arguments. Comment est-ce que, première question, la valeur locative peut influencer l'accession à la propriété, concrètement? Est-ce qu'elle influence déjà l'accession à la propriété? Parce que je me suis fait le plaisir, avant notre épisode, d'écouter un débat entre maître Jessica Jacou et maître Philippe Nantermo, qui date de 2023. Donc ça fait quand même 2 ans. On parlait déjà de ça, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et puis, voilà, Philippe Nantermo défend le fait que la valeur locative, elle restreint l'accession à la propriété, ou plutôt maintient la propriété. Et évidemment, la gauche dit non, c'est pas vrai. Alors, c'est intéressant parce que vous citez un débat qui date de 2023. Depuis, je ne crois pas me tromper en vous disant qu'il n'y a plus de débat médiatisé sur cette question. C'est possible. La preuve, c'est que fin de l'an passé, avant nos débats finaux au Parlement, j'avais été invité à l'émission Forum, à RTS, pour dire tout le mal que je pensais de la suppression de la valeur locative. Et puis, le journaliste m'a rappelé dans l'après-midi en disant qu'il n'avait pas trouvé de contradicteur en Suisse romande. Intéressant, hein? Intéressant, ouais. C'est l'objet voté, passe au Parlement, mais personne ne veut s'engager, en fait, avec toute son énergie derrière ce projet. Vous savez que j'ai demandé à ChatGPT avant l'épisode, qu'est-ce que vous pensiez de la valeur locative? Parce que je me suis dit, j'aimerais bien savoir d'après ce qu'on trouve sur Internet, qu'est-ce qu'on va me ressortir par rapport à ce que vous allez me dire aujourd'hui. Et ChatGPT me dit, Monsieur Benjamin Roduit est favorable à la suppression de la valeur locative. Ouais. D'accord. Il faudra revoir les questions que vous posez à ChatGPT. Mais par contre, moi j'ai simplement demandé si vous étiez favorable ou non. Il me dit, il est favorable à la suppression de la valeur locative. Par contre, il s'oppose un peu fermement aux contraintes que engendre la suppression de la valeur locative, qui est donc la déduction des intérêts, etc. etc. Mais voilà, donnez-nous votre avis plutôt. Oui, alors c'est pour cela peut-être avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut définir le problème. Je suis historien de formation, alors je vais remonter jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque cet impôt a été établi, c'était un impôt de solidarité, tout simplement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien de ceux qui avaient une propriété par rapport à ceux qui, à ce moment-là, avaient... en raison de la guerre aussi, de la perte peut-être même de certains biens qui n'avaient plus, qui n'avaient plus accès à la propriété. Et donc c'est un impôt de solidarité qui a été mis en place très rapidement, se faire en 1951, si ma mémoire est bonne, et surtout sur une base mais totalement absurde. C'est un impôt fictif, en fait. Puisque vous payez pour rester chez vous, en fait. Vous payez sur un bien qui vous appartient. Et ça, c'est expliqué par cette urgence, en quelque sorte, d'un impôt de solidarité. Et qui aujourd'hui est complètement désuet. Alors c'est peut-être pour ça que ChatGPT relève que, oui, finalement, je suis favorable à la suppression de cet impôt. Mais ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on se casse la tête à trouver une alternative. Une alternative qui puisse en même temps permettre aux propriétaires de rester propriétaires et dans une situation équilibrée par rapport aux locataires de leurs biens, et puis aux locataires de ne pas se sentir grugés. Alors, le problème avec le projet qui est présenté, c'est moins la suppression de la valeur locative que la suppression des déductions d'un point de vue fiscal. Puisque, actuellement, comme propriétaire, je paye effectivement
un impôt sur la valeur locative, mais je peux déduire tous mes frais d'entretien, mes frais de rénovation, qui sont directement déduits du revenu. Ce qui fait que si une année, eh bien, j'investis à tour de bras hein, dans mon bien, moi, je peux me retrouver proche d'un revenu de zéro, en fait. Et puis, également la déduction des intérêts passifs, donc des intérêts hypothécaires. Ça, c'est supprimé dans le nouveau projet. Et cette contrepartie, alors, elle va à l'encontre des intérêts des propriétaires. Parce que si on prend cette valeur locative, hein, cet impôt sur les valeurs locatives, et qu'on met dans la balance avec l'obligation de rénover, d'entretenir son bâtiment, à plus forte raison maintenant avec la transition énergétique, hein, où non seulement ça devient une obligation, mais plus personne ne voudrait aujourd'hui changer son chauffage sans s'intéresser aux portes et aux fenêtres, à l'enveloppe thermique, etc. Or, tous ces frais-là, eh bien, on ne pourra plus les déduire. Donc, c'est un danger pour les propriétaires. En ce qui concerne les intérêts passifs, alors maintenant, après trois navettes entre les deux chambres, hein, le Parlement s'est plus ou moins entendu sur une formule très compliquée, hein, où il ne faut pas que ça dépasse un certain pourcentage de l'ensemble de votre fortune immobilière, sur déduction de votre logement propre. Cette salade russe hein, qui sera proposée au cœur du projet, elle est due tout simplement au fait qu'à un moment donné, la gauche dit non, mais attendez, vous voulez quand même maintenir certaines déductions, on n'est pas d'accord. Il y a inégalité entre locataires et propriétaires. Puis d'un autre côté, les propriétaires qui disent « Non, vous voyez très bien qu'on perd beaucoup plus hein, avec la suppression de ces déductions qu'avec la suppression de l'impôt sur la valeur locative. » Et de manière encore plus générale, quand on parle de propriétaires, et le Valais et les cantons alpins sont très concernés, les zones touristiques aussi, il y a les résidences secondaires. Et dans les débats, il était question de maintenir les déductions pour frais d'entretien et autres hein, pour les résidences secondaires. Ça a été refusé par le Parlement. Et puis pour ne pas se mettre à dos l'ensemble des cantons alpins qui sont en majorité de propriétaires, comme le Valais, hein, vous l'avez dit, 60%. Exactement, on est à 57% hein, de propriétaires de son propre logement, mais 70% des Valaisans possèdent un bien immobilier. Eh bien, là, il y avait un blocage hein, de la part de ces cantons. Donc, on a trouvé aussi une recette peu satisfaisante qui consiste à dire les cantons qui le souhaitent peuvent percevoir en compensation eh bien, une taxe réelle sur les résidences secondaires. Pour calmer les cantons, mais ça ne les calme pas du tout. La plupart des Valaisans sont aussi propriétaires de résidences secondaires. Et donc là, à mon sens, hein, je ne veux pas jouer au devin, mais la campagne, elle sera tendue hein, entre ceux qui finalement se disent mais il faut quand même trouver une solution, hein, ça fait 30 ans qu'on planche là-dessus, et puis ceux qui disent non mais regardez les désavantages hein, finalement de ce projet. Alors maintenant, je peux revenir à votre question initiale. Est-ce que la valeur locative a une influence sur l'accès à la propriété? Dans le système actuel, peut-être, si on ne sait pas finalement qu'il y a la possibilité eh bien, de déduire ces frais d'entretien, de rénovation et les intérêts passifs. Dans l'absolu, on peut dire oui, c'est un accès, donc c'est une bonne chose que cet impôt saute. Mais de l'autre côté, on voit que les propriétaires seront désavantagés. Après, sans vouloir non plus prolonger, il y a une catégorie oui, de propriétaires qui, en théorie, peuvent être avantagés par cette suppression de la valeur locative. Ce sont les jeunes retraités qui ont toujours entretenu régulièrement leur patrimoine, leur maison, et puis ont remboursé l'ensemble de leurs dettes. Alors pour cela, pendant quelques années, c'est
c'est gagné. Mais on va devoir continuer quand même d'entretenir sa maison. Si on veut pas qu'un jour, en la transmettant à nos enfants, eh bien, ils aient des ruines. Et donc, au bout de quelques années, de nouveau, le fait de ne rien pouvoir déduire, ça va les pénaliser. Ce que disait Philippe Nantermo, c'est dans la discussion, c'était lui, il est pour supprimer la valeur locative, évidemment, mais il dit je veux garder les déductions possibles. Et donc, Jacou disait bon oui, en fait, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, en fait. Voilà, pour les propriétaires, défendre les propriétaires, c'est complètement injuste vis-à-vis du locataire. Et donc, M. Nantermo dit ouais, même moi, j'aimerais aussi déduire les loyers des revenus. C'est réaliste ça ou pas? C'est ce qu'il faudrait faire. C'est quoi la solution là? Alors, c'est-à-dire tout le monde peut tout déduire. On ne la connaît pas. Et les recettes fiscales sont moindres. Et c'est très intéressant, là, quand vous appuyez sur ce débat. Effectivement, entre 2023 et 2025, eh bien, on a entendu ce no-go au sein du Parlement concernant les déductions, en disant mais si on supprime l'impôt sur la valeur locative, on supprime les déductions. Et il y a eu une majorité pour cela. Et toutes les déductions. Alors, la solution, ou une solution, ce serait une partie des déductions. Alors, pas comme le dit M. Nantermo, qui voudrait encore déduire plus, hein, mais... et ça a été débattu, en tout cas dans un premier round de discussion, déduction pour tous les travaux liés à la transition énergétique. On a des incitations. On a voté une loi fédérale sur le climat où il y a 200 millions par année à disposition pour le renouvellement du chauffage, notamment l'incitation aux pompes à chaleur. Mais ce sont des programmes qui sont limités dans le temps. Il y a au niveau suisse un programme bâtiment qui s'arrêtera en 2027 suite aux train de mesures d'économie que vient de mettre en consultation le Conseil fédéral. Donc bref, sur le plan énergétique, vous n'avez aucun avantage finalement à essayer de mieux assainir votre bâtiment, de choisir un chauffage à énergie renouvelable, puisque non seulement ces subventions vont disparaître, mais en plus, eh bien, vous ne pouvez même pas les déduire de votre déclaration d'impôt. Alors voilà, ça par exemple, il aurait fallu maintenir. La déduction sur les résidences secondaires aussi. Parce qu'en fait, et là ça va les gens qui parlent, hein, lorsque vous venez dans notre canton et que vous allez acquérir un chalet, vous bénéficiez de toute une infrastructure, eau, égout, etc., hein, qui a été payée par le Valais. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait là-dessus un retour à travers la valeur locative. Donc on ne peut pas la supprimer simplement, mais la contrepartie, c'est à nouveau garder les déductions. C'est-à-dire il est logique que ensuite vous êtes propriétaire, vous entretenez votre chalet, bien que vous puissiez avoir un retour sur cet investissement-là. Donc il y a des solutions partielles, mais malheureusement qui ont été discutées, et dans la configuration actuelle du Parlement, où on n'a pas trouvé une majorité, en tout cas pas une majorité suffisante. Donc parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un tel serpent de mer, un tel dossier aussi complexe, s'il n'obtient pas une majorité forte au Parlement, alors autant, et ça a été aussi le choix de certains parlementaires, autant le laisser aller directement devant le peuple. Et puis, pour éviter déjà un référendum, puisque forcément, hein, si les perdants, s'ils se trouvent à 40 ou 45% au Parlement, vous êtes sûr qu'il y a un référendum, et puis ça va encore non seulement retarder, mais complexifier l'objet. Ici, au moins, la décision a été prise de lier cette thématique de la valeur locative avec la taxe sur les résidences secondaires qui touche la Constitution, et donc de facto, eh bien, c'est le peuple qui va décider. Alors en finalité, une partie du Parlement s'est dit
on n'arrive pas à trouver la bonne solution. En tout cas, entre nous, on n'arrive pas à dégager une forte majorité. La population décidera finalement si elle le souhaite ou pas, le maintien ou la suppression de cette valeur locative. On vote quand ça? Alors c'est probable, hein. Nouveau, on ne connaît pas le calendrier puisque c'est le Conseil fédéral qui fixe les échéances, mais c'est probable que ce soit déjà en septembre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la loi d'application laisse un délai de 2 ans au canton pour mettre en place, déjà de choisir du côté des résidences secondaires s'ils désirent introduire une taxe réelle ou pas. Et donc ce qui veut dire, au cas où l'objet est accepté par le peuple en septembre, l'entrée en vigueur serait au plus tôt au 1er janvier 2028. Cette question, elle est cruciale, celle du calendrier, parce que vous imaginez très bien que si l'objet est accepté, eh bien en 2026 et 2027, il y aura un rush sur les entreprises où on va les supplier même de venir réparer votre balcon, votre toit, faire le nécessaire d'un niveau énergétique, parce qu'ensuite on sait qu'il n'y a plus de déduction possible. Et ça, c'est aussi quelque chose de dangereux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien de nouveau, la stabilité. Et là, on va à quelque part bouleverser, y compris le monde de la construction, toute l'économie qui tourne. Les artisans, ils sont déjà surchargés, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Avec justement une surchauffe momentanée. Puis une fois que la loi est en vigueur, alors le grand risque, et là j'enlève ma casquette de responsable de la chambre immobilière, mais je parle maintenant d'économie. Pour toutes les petites et moyennes entreprises, forcément, il y aura une baisse d'activité, parce que vous et moi, on ne va pas se presser pour retaper votre balcon ou votre toit. On va repousser le plus loin possible. Peut-être, là j'ai déjà passé la soixantaine. Je me dis, mais c'est mes enfants qui le feront. Moi, je n'ai pas à me casser la tête avec ça. Alors ça aura un coût pour l'économie. Ça aura également une incidence très désagréable. On s'est battu et vraiment de manière efficiente contre le travail au noir dans la plupart des cantons. Vous verrez refleurir les chantiers du samedi, puisque de toute façon il n'y a plus de contrôle, de contrôle fiscal. Sans oublier aussi le coût général, c'est-à-dire la perte en termes d'impôts pour les cantons, alors qui maintenant est évalué de manière encore assez modeste, puisque les taux hypothécaires sont bas, mais si les taux hypothécaires augmentent, eh bien c'est un véritable trou dans les finances publiques. Donc je vous ai dit que j'allais dire tout le mal que je pensais de ce projet, mais là vous en avez encore un exemple. Mais nous, ce qu'on va voter concrètement, c'est quoi parce que l'idée, le projet, ça reste quand même supprimer la valeur locative pour les résidences principales, ça concerne les résidences principales et les résidences secondaires, oui. Et donc supprimer les déductions et point. Et supprimer toutes les déductions, donc rénovation, entretien de côté et intérêts passifs, avec un petit garde-fou, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant les intérêts passifs. Ouais, et puis sur les rénovations énergétiques, c'est pareil, ça fait partie de l'entretien. Ça fait partie de l'entretien, oui. Ok. Ouais, je trouve assez paradoxal, effectivement, d'en arriver à cette situation-là. Et je me suis dit exactement la même chose. C'est pour ça que moi, je suis assez partagé là-dessus. Et je me dis, franchement, je saurais pas trop quoi voter, je dois dire. Parce que je me dis, je fais le parallèle, et c'est exactement ce que vous avez dit avant, mais je fais le parallèle avec les taux d'intérêt, par exemple. Les taux d'intérêt qui font x3 en 2022, qu'est-ce que ça a provoqué sur le marché immobilier? Pas une baisse des prix parce qu'il n'y a pas d'objet. Donc il y a un avant, donc voilà, ça. Par contre, il y a moins de transactions, une chute drastique du volume. Parce que les gens se sont dit quoi? Ils se sont dit, il y a 6 mois, c'était à 1, aujourd'hui, on est à 3. J'attends un peu, j'attends de voir. Et donc, en attendant, on ne fait pas de transaction, donc le volume, il est relativement bas. Paradoxalement, et aussi, parallèlement plutôt, un propriétaire qui se dit, aujourd'hui, j'ai un taux à 1, je ne vais pas vendre pour acheter un truc avec un taux à 3. Donc, j'attends. Et donc, tout le monde attend, et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est assez flat, c'est assez plat. Et donc, dans le cas des rénovations, ce sera un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un propriétaire, s'il a une incentive et puis un intérêt prépondérant à faire des travaux, quand il est propriétaire de sa résidence principale ou secondaire, pour moi ça m'est égal, tout ce qu'il peut déduire, il déduira. Alors un bien de rendement, ça rentre pas dans ce contexte.
Mais sur sa résidence principale, il dira bon, bah, si je peux déduire, bah, je fais des travaux en novembre, je paye des acomptes novembre-décembre, je finis de payer les factures finales février mars, et puis je fais des travaux sur 6 mois, et puis j'étends sur 2 années fiscales, et c'est super avantageux pour moi, et je le fais. Voilà. Mais une personne qui n'a aucun intérêt, elle dira bon, bah, j'attends le maximum que je peux, quoi. Absolument. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation possible comme pour les intérêts passifs, puisqu'on voit quand même que la BNS, avec son taux de référence, essaye de corriger. D'ailleurs, les annonces ont déjà été faites pour une baisse du taux hypothécaire de référence. Donc là, il y a une possibilité de régulation. Par contre, en ce qui concerne la capacité, l'envie des propriétaires de se lancer dans une rénovation, dans un entretien usuel, ça c'est quasiment impossible à réguler. Alors il y a peut-être... si je me fonde sur les débats au Parlement, y compris dans mon groupe politique, quand même des mentalités différentes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Lorsque, au groupe, je disais, mais vous vous rendez compte, les gens ne vont plus nécessairement rénover leur bâtiment. Je voyais plusieurs alémaniques hocher de la tête. On disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, le Welsh, là? Vous construisez, vous établissez votre planification financière sur 25 ans, y compris le fonds de rénovation, etc., y compris pour l'habitation individuelle, pas seulement pour des immeubles ou des PPE. C'est tellement suisse-allemand, ça. Voilà, alors tout d'un coup, là, j'avais l'impression d'être face à un mur, en disant, écoutez, vous êtes en train de créer un faux problème. Ou lorsque je parlais du retour du travail au noir, alors ça ils ne peuvent pas comprendre non plus. C'est-à-dire, si on est dans un état policier, il n'y a pas de travail au noir. Ouais, après, la réalité, dans certaines régions alémaniques, elle est aussi un peu différente de ce qu'ils nous donnent comme impression. Et puis, un autre élément important, à ne pas oublier, et là, c'est à nouveau le Valaisan qui parle, la valeur locative, elle est très différente d'un canton à l'autre. En Valais, elle est très très basse. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a toujours privilégié la propriété, l'accès à la propriété. Donc il ne s'agissait pas de pénaliser les propriétaires avec cet impôt sur la valeur locative. Et puis la deuxième raison, c'est que personne en Valais, maintenant depuis des lustres, ne s'est attaqué aux taxes cadastrales, puisque finalement la valeur locative, elle est liée à la valeur vénale, mais qui est fondée sur la valeur fiscale qui s'appuie sur la valeur cadastrale. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais fait ? Parce que c'est un chantier qui va prendre une génération complète. Entre les vieux bâtiments au fin fond d'une vallée, ou bien alors un immeuble neuf à la périphérie de Sion-Comté, c'est pas du tout le même bien et il faut revoir complètement à zéro ces valeurs. Et actuellement, on n'a pas le courage aussi de se lancer dans cette aventure, puis on ne voit pas le profit. Je le répète, c'est une bonne chose que la valeur locative soit très basse. Par contre, et je me souviens aussi de certains débats où je l'ai dit à des collègues de partis zurichois, en disant, mais vous n'étiez pas obligé de prendre l'ascenseur il y a 3 ans à peine, les taxes, l'impôt sur la valeur locative a explosé à Zurich, ça fait il y a 3 ans. Et puis, c'était une décision politique. Là, la gauche a mis l'accent, et puis dans une sorte de compromis, ça a été lâché par la droite. Je dis, puis alors maintenant, vous pleurez parce que cette taxe, elle n'a plus de raison d'être. Ouais. Et là, on retrouve à nouveau le clivage propriétaire-locataire. En fait, c'est normal que les villes aient augmenté cet impôt. Je me suis toujours, j'ai toujours croisé les doigts effectivement pour que la politique valaisanne, respectivement le service des contributions, ne se dise pas un jour on va revoir toutes les valeurs fiscales. C'est un gros avantage du Valais quand même. En ayant fait effectivement du courtage en résidence secondaire, c'est un gros avantage du Valais, c'est-à-dire les valeurs fiscales sont basses, effectivement. Oui. Les taxes cadastrales sont très basses en Valais, alors que respectivement dans le canton de Vaud, par exemple, c'est revu d'office à chaque transaction. Donc à chaque transaction, il y a une augmentation de la valeur fiscale, ce qui fait que au
final, l'attrait de l'accession à la propriété, de nouveau, il n'est pas fondamentalement diminué drastiquement, parce qu'on parle de bricole presque, hein, sur un volume comme ça. Mais quand même, ça reste un avantage supplémentaire. C'est quoi la taxe sur les résidences secondaires qu'on doit voter ? Alors, c'est la possibilité pour les cantons d'introduire une taxe réelle, c'est comme ça qu'elle est appelée, une taxe réelle sur les résidences secondaires, et qui vise, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rétablir un petit peu ce déséquilibre entre une personne qui vient de l'extérieur du canton et puis qui va acquérir un chalet et qui n'a pas du tout participé, en fait, à l'équipement, de manière très large, à l'aménagement du territoire, puis de la zone et à son équipement, jusqu'à votre chalet. Et c'est normal que le canton qui investit finalement pour ces biens immobiliers, hein, en le prenant sur les impôts de la population, bien puisse prélever une taxe réelle. Alors, on n'a pas été tellement dans les détails, hein, de dire voilà à quelle hauteur devrait se situer cette taxe. Il y a des garde-fous, hein, mais je vous dirais, personnellement, je ne me suis pas intéressé parce que je me suis dit ça c'est une connerie. Puisque ça pénalise, pour un canton comme le Valais, également les propriétaires valaisans de résidences secondaires. Ouais, mais parce que vous dites que le propriétaire de la résidence secondaire il doit payer une taxe parce qu'il n'a pas payé l'équipement, l'installation que le canton investit, etc. Mais évidemment qu'il le fait, parce que sur chaque transaction ou chaque construction, il y a des impôts à toutes les étapes quand on est propriétaire d'un bien immobilier. Juste sur l'acquisition, on va payer 2,2% de droit de mutation. Sur la revente, c'est pareil. Ouais. Donc on paye des taxes en permanence. Oui, mais lorsque, et là je l'ai vu comme président de commune, hein, lorsqu'on ouvre une zone, il y a tout un équipement, hein, qui est assuré par la collectivité, par l'impôt, avant même que les constructions se fassent. Lorsqu'on va viabiliser, hein, vos terrains, alors certaines communes, pas toutes, hein, en Valais connaissent ce qu'on appelle l'appel à contribution, c'est-à-dire vous êtes propriétaire d'un terrain en zone à bâtir ou qui devient une zone à bâtir. Lorsque la commune va équiper de tous les services, hein, finalement toute la zone, bien, on part du principe qu'il y a une plus-value pour votre terrain, hein, toujours sans qu'il y ait la construction. Et puis là, on va vous percevoir, ça peut aller jusqu'à 40%, c'est rare que ça va au-delà, des frais d'équipement collectif. Le 60% est pris sur l'impôt, sur l'ensemble de la population. Le 40%, eh bien, c'est vous, en tant que propriétaire du terrain, même si vous n'allez jamais construire quoi que ce soit sur ce terrain. Donc, ça veut dire que lorsque vous arrivez avec votre construction, eh bien, non, vous ne participez pas à cet équipement de base qui a été prévu par la collectivité. Et donc, c'est tout à fait logique que le canton et les communes, hein, alors après, il faudra voir si des cantons... D'abord, il faut que ça passe devant le peuple, ensuite que les cantons acceptent ce principe, les cantons concernés, hein, ce principe de la taxe sur les résidences secondaires. Comment est-ce que cela va se partager aussi avec les communes concernées? Et puis à un moment donné, vous avez une résidence secondaire, vous payez tant par année, simplement parce que votre construction, elle se trouve à un endroit qui est équipé. Et puisque fiscalement, vous n'êtes pas résident là-bas, vous ne payez pas d'impôts, vous, vis-à-vis de vos revenus, et donc de votre... et donc vous participez pas aux finances publiques de manière générale, puisque vous n'êtes pas résident là-bas. Alors, en tant que valaisan, oui. Oui, mais je dis le propriétaire par de rapport à résidence l'impôt secondaire. cantonal. Voilà, oui. Ok. Ouais, d'accord. Mais alors, il sert à quoi? Comment il est utilisé l'impôt, le droit de mutation, typiquement? Il sert à quoi? Sur le transfert de propriété ou les taxes de raccordement et de construction lors de la construction? Ah, mais alors ça c'est autre chose. Moi, je vous parle, prenons quelque chose de concret, hein. Le système d'égout. Hein. Lorsque vous payez une taxe de raccordement, vous ne payez pas la construction depuis votre habitation jusqu'à la STEP, hein, jusqu'à la station d'épuration. Ça a déjà été fait, ça a déjà été payé.
justement avec un système, soit l'impôt, soit l'impôt plus cette la contribution dont je vous ai parlé tout à l'heure, du propriétaire du terrain nu à ce moment-là. Et vous, quand vous payez votre taxe de raccordement, ben, vous payez la possibilité de pouvoir rejeter les eaux usées dans ce tuyau. On le voit pour l'eau potable aussi. En Valais, on a un système qui fait que la collectivité paye l'amener de l'eau. Vous payez une taxe de base uniquement parce que vous avez un robinet qui vous laisse la possibilité d'utiliser cette eau. Et puis en plus, vous payez une taxe à la consommation, c'est-à-dire si vous utilisez 200 litres par jour, c'est proportionnel à votre consommation. Okay. Et ça, c'est le plus juste. Donc là, je parle bien de cette première partie d'équipement collectif auquel ne participent pas les propriétaires de résidences secondaires, par exemple. Ok. Et donc, parce que j'essaie de comprendre, c'est pas, je savais même pas qu'on allait voter là-dessus, je dois dire. Et donc, ça veut dire que puisque tous les autres résidents payent des impôts et sont présents sur place fiscalement, donc eux contribuent par le paiement des impôts de manière générale. Mais alors, typiquement, le droit de mutation, il est utilisé pour quoi, concrètement? Là, c'est une question là, pour moi trop technique. C'est une question compliquée. Ok. Et historiquement, je ne sais pas... Bon, ça existait de tout temps, même sous l'Ancien Régime, dans d'autres pays. Le droit de mutation, j'imagine, c'est la reconnaissance par la collectivité que vous êtes bel et bien propriétaire d'un bien ou qu'il y a ce transfert de propriété. Et ça a un coût. C'est la garantie, en fait, que vous donne l'État que vous êtes bel et bien propriétaire, ou nouveau propriétaire. Moi, je le comprends comme ça, je le justifie comme ça, ce droit de mutation. Tout à fait, ok. Donc sur la taxe sur les résidences secondaires, on n'a pas aujourd'hui de vision sur le volume, le pourcentage, ou sur quoi c'est taxé, comment ça marche? Non, puisque ce sera laissé, avec certains garde-fous, à la liberté des cantons, de le percevoir ou pas. Ok, parfait. Mais ce sera probablement des éléments qui fera échouer la loi. Ok. Il est rendu obligatoire en votation populaire, puisque ça touche la Constitution, d'avoir des différences aussi dans l'imposition d'un bien, et puis d'une catégorie de la population, et puis aussi selon les différents cantons. Donc, je pense que la campagne là-dessus va être très, très compliquée parce que, justement, déjà le mécanisme, on ne sait pas qu'est-ce qui va être perçu comme taxe. Et puis, au final, les gens vont trouver ça, autant inique que l'impôt actuel sur la valeur locative. Ok. Bon, affaire à suivre alors. Une question encore sur la transition énergétique. On l'a évoqué au téléphone ensemble avant l'épisode. Aujourd'hui, on aura certainement une grosse problématique pour les immeubles en PPE. D'ailleurs, j'en fais même mon sujet de travail de diplôme fédéral, maintenant que je suis en train de traiter, mais pas du tout sous l'angle qu'on va discuter maintenant. Il y a quoi comme solution aujourd'hui pour les immeubles en PPE? Et là, c'est vraiment la casquette de la Chambre immobilière valaisanne, je dirais, pour pallier ce problème. Voilà, donc en fait, dès le moment où on parle de transition énergétique, que ce soit pour un propriétaire individuel ou pour une PPE, c'est toujours le même raisonnement. C'est comment permettre à nos membres qui sont propriétaires d'aborder cette transition énergétique. Alors déjà en termes de conseils, par où est-ce que je commence finalement lorsque j'ai un immeuble de 30 ans ou plus. Et puis... on va faire un CEB, on va faire donc une analyse pointue de l'enveloppe thermique. Ensuite, on va se dire, voilà, maintenant il faut déjà commencer par refaire le toit, refaire les portes et fenêtres et autres, avant de faire l'isolation complète du bâtiment. Et puis enfin, avant de choisir le chauffage le plus approprié. Alors pour une PPE, c'est très compliqué parce que vous n'êtes pas seul
dans cette démarche. Vous devez avoir l'accord des autres propriétaires. Et ce qui se passe dans la réalité, eh bien, c'est qu'il y a des fonds de rénovation qui sont même exigés par la loi, qui sont définis dans le règlement de la PPE, mais qui ne parlent pas de transition énergétique, forcément. Si vous avez un bâtiment d'il y a 30 ans, vous devez refaire le toit. À l'évidence, si le règlement est bien fait, il n'y a aucun propriétaire qui peut s'opposer finalement à refaire la toiture, et puis chacun va participer. Par contre, dans le domaine de la transition énergétique, rien. Et c'est même pire, c'est-à-dire dès l'instant où il pourrait y avoir l'accord des propriétaires de la PPE pour souscrire un emprunt, les instituts financiers ne vous prêtent rien du tout, parce que vous n'êtes pas une personne morale, comme une entreprise. Et donc, vous n'existez pas, en fait, du point de vue de l'institut financier. Les risques que le prêteur ne retrouve pas finalement son engagement dès l'instant où il y a des oppositions plus tard de la part des membres de la PPE, juridiquement, c'est perdu. Ce qui fait qu'actuellement, la plupart des instituts financiers ne prêtent pas. Non. Et donc, vous ne pouvez pas réunir vos fonds propres pour la PPE pour réaliser vos travaux. Alors, le rôle de la Chambre immobilière valaisanne, c'est de veiller à ce que finalement ces travaux puissent se faire. Alors, il y a 2 voies qui ont été explorées. La première, elle est très compliquée, ce serait la voie législative, ou alors une aide étatique, une subvention accordée par exemple par le canton, qui estimerait à juste titre, bien que, vu la pénurie de logements, il faudrait quand même donner un coup de main au PPE dans ce type de travaux. On a décidé plutôt de privilégier notre voie, c'est le contact direct avec les instituts bancaires. Et actuellement, il y a des projets pilotes, c'est même un pas plus loin que le projet pilote, puisque déjà de grandes banques en Valais ont mis sur pied une sorte de règlement qui pourrait être adopté par la PPE et qui leur permet, alors bien sûr avec des montants plafonnés, avec des règles de remboursement, de ratio entre le crédit accordé et puis le volume des travaux, etc. Enfin, tout cela a été étudié dans le détail. Eh bien, ces instituts bancaires sont d'accord de prêter des fonds pour la rénovation énergétique d'anciens bâtiments, forcément. Là, on parle de bâtiments qui ont 30 ans et plus. En conclusion, j'avais encore une question qui me turlupinait un petit peu, c'était la taxe sur la plus-value, qui est une systématique qu'on a vue aujourd'hui maintenant sur le canton de Vaud, qui est réellement appliquée par la direction du logement. C'est-à-dire qu'on a des cas maintenant de propriétaires privés, propriétaires d'un terrain, dont la latte et le règlement communal maintenant changent, et donc la zone change. Ça veut dire la possibilité de construire sur le terrain évolue. Potentiellement, on peut construire plus que ce qui est bâti maintenant. Et ces propriétaires-là se font taxer, c'est l'article 5 de la latte, taxation de 20% minimum pour les propriétaires sur la plus-value, d'une fois qu'elle est réalisée d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire d'une fois qu'on a construit, on est au bénéfice d'une autorisation de construire pour agrandir par exemple, ou d'une fois qu'on vend. Voilà. Il y a plein de questions qui se posent autour de ça maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les immeubles en PP, qu'est-ce qui se passe si vraiment on fait rien, enfin, donc il y aura évidemment une multitude de questions, qu'est-ce qui se passe sur les transferts de propriété aussi, parce que ça peut créer beaucoup de problématiques. On en est où en Valais avec ça? Alors tout d'abord, je dirais sur le fond, c'est compréhensible que si votre terrain, votre habitation prend de la valeur, qu'il y ait là-dessus une taxe dont va bénéficier la collectivité.
Ça me paraît cohérent. Après, il faut que ce soit fait dans une certaine mesure et qu'il n'y ait pas d'automatisme. C'est-à-dire si chaque fois on change une virgule à votre règlement de zone, on vient vous taxer, ce serait à mon avis dangereux. En Valais, on a une approche très pragmatique. Ce système de taxes lorsque on crée une nouvelle zone, par exemple, ou lorsqu'une zone change, devient une zone d'habitat collectif par opposition à l'habitat individuel, eh bien, il y a ces plus-values qui sont exigées, mais je le répète toujours dans une mesure proportionnée. Le problème en arrière-plan, eh bien, c'est finalement, est-ce que on taxe le propriétaire parce qu'effectivement il a une valeur qui est plus importante, mais bon, il est là de manière durable, et puis il ne va pas nécessairement vendre ou spéculer son bien. Ou bien si, alors on fait les lois pour éviter justement qu'il y ait des abus, qu'il y ait des gens qui fassent du business avec l'immobilier. Et là aussi, je crois qu'il ne faut pas confondre les thématiques. Actuellement, il y a suffisamment de garde-fous justement pour lutter contre la spéculation immobilière, pour éviter aussi de trop charger des propriétaires, peut-être comme vous et moi, qui ont construit de manière durable et pas dans l'esprit de revendre immédiatement avec du profit. Mais en soi, si le terrain est taxé sur la plus-value, il devrait être indemnisé sur la moins-value aussi. Ce qu'on connaît très bien en Valais, et ce qu'on voit très peu. Malheureusement, donc on le connaît très bien puisque la LAT a exigé une dézonification dans certaines communes. Et des démarches ont été entreprises jusqu'au Conseil fédéral et ensuite au tribunal fédéral, qui tout ont échoué, pour demander un correctif à la baisse. Et je me souviens encore les propos à l'époque de Doris Leutart, qui était en charge du département, qui disait mais finalement, vous avez bénéficié pendant X années d'un statut pour votre propriété que vous auriez pu réaliser ou pas. Maintenant, ce statut n'existe plus. Il ne s'agit pas de manière rétroactive de venir corriger à la baisse cette plus-value. C'est un raisonnement qui peut se tenir, mais qui devient inacceptable lorsque c'est l'inverse et qu'on l'applique de manière aggravée et systématique. C'est ce que j'allais dire, ouais. Bon, magnifique. En conclusion, Benjamin, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet épisode ? En conclusion, je pense que dans un État comme le nôtre, il doit y avoir une cohabitation et un respect entre les propriétaires et les locataires. Et parfois, je m'aperçois que certaines thématiques créent un véritable clivage. Non, un propriétaire n'est pas un privilégié. Un locataire, ce n'est pas non plus la cigale qui n'a jamais économisé et puis qui plus tard, peut-être compte sur la collectivité pour assurer ses vieux jours. Quand je le dis de manière aussi brutale, c'est que ce sont des propos que j'entends au Parlement, tant bien sûr du côté d'une droite très libérale que du côté de la gauche. Alors non, en fonction de votre parcours de vie, de vos motivations, de vos choix, aussi des possibilités qui sont offertes dans la région où vous vivez, je crois que chacun choisit le moyen qui est le plus approprié et il faut éviter en tout cas de péjorer une partie de la population au profit de l'autre partie. Merci beaucoup pour l'échange. Merci.